Comment perdre de l'argent en immobilier? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey, auteure conférencière, créatrice de l'entreprise et organisme de formation Les Revenus Autrement. Et aujourd'hui, on va voir concrètement comment on fait pour perdre de l'argent en immobilier. Alors, cette vidéo est étonnante. Restez bien jusqu'à la fin, puisqu'elle a pour objectif, d'une, de vous faire passer à l'action, et deuxièmement, de vous permettre d'avoir un nouveau regard sur l'immobilier locatif en général. Alors, le premier passage à l'action pour vous, ça va être soit de vous abonner si ça n'est pas déjà fait, soit de commencer à préparer votre index par rapport à votre souris pour pouvoir liker et ou commenter aussi cette vidéo, parce que je suis sûre que vous aurez plein de questions. Alors, premièrement, sur les 8, ça va être de louer ce qui est existant. Alors, pourquoi je l'ai mis en premièrement? Vous allez comprendre ma logique. Concrètement, cette vidéo vient tout simplement du fait que j'avais envie de partager avec vous aussi quelques pépites que j'ai délivrées ce matin à l'une de mes coachées qui souhaite que je l'accompagne pour l'acquisition d'un nouveau bien immobilier avec une petite problématique ces temps-ci, c'est que la banque qui la suivait précédemment ne veut plus la suivre et a argué, a argumenté différents arguments évidemment pour dire qu'effectivement elle ne la suivait plus. Mais là où il y a la question derrière la question, c'est pourquoi ne la suit-elle plus? Et comme par hasard, il y a des chambres qu'elle a en colocation qui sont libres, qui sont vacantes depuis plusieurs mois, parce qu'il y a toujours autre chose à penser, à réfléchir, parce qu'il y a toujours quelque part des petits soucis, etc. C'est logique. Une chambre, pour moi, qui n'est pas louée, est une chambre qui perd de l'argent. Donc concrètement, sur une colocation de 4, elle en a 2 qui ne sont pas louées. Donc si je fais mes calculs savants, si je mets 500 € par chambre depuis plusieurs mois, parce que là, ça fait quand même plusieurs mois, donc x2, on est d'accord, on est à 1000 €, calcul facile. 1000 € multiplié par 4 mois. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'une calculatrice pour voir que ça fait 4000 € de perdu? Donc, c'est-à-dire que ce sont 4000 €, donc 2 fois 500 €, parce qu'il y a 2 chambres de vacantes sur une colocation de 4. Donc 2 fois 500 € qui ne sont pas loués pendant 4 mois, ça fait une perte de 4000 €. On est d'accord? 4000 €, c'est énorme. On peut faire vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses avec 4000 €. Et 4000 €, bref, au-delà de ça, bref. Donc concrètement, déjà, c'est de louer l'existant. Alors pourquoi je dis ça? Ça va faire aussi référence à un autre de mes coachés qui, lui, a un appartement qui pourrait être à sa disposition, donc qui appartient à ses parents, peu importe, mais qui sert pour l'instant de débarras, de garde-meubles, etc. Et du coup, je lui ai dit, écoute, il n'y a plus de crédit sur cet appartement-là, tu peux faire des tests, tu peux essayer. Quel est le risque en fait? Quel est le risque? Il y a 0 crédit. Quel est le risque de louer cet appartement-là? Oui, bien sûr qu'il va falloir débarrasser les affaires. Tu peux louer un garage, ça te reviendra nettement moins cher qu'un garde-meuble pour stocker les affaires qui sont dans cet appartement-là dans un garage. Ça va te coûter 50 € peut-être par mois, peu importe, 50 ou même 100 €. Alors que là, tu payes des taxes foncières, ta famille paye des taxes foncières et des taxes sur les logements vacants. Donc à quel moment on a un bien qui est super bien placé, peut-être qu'il faudrait rafraîchir, mais en colocation on est OK. À quel moment tu te dis je vais investir dans l'immobilier, mais j'ai un bien qui sert de lieu de stockage. Donc on va chercher autre chose, mais ce qu'il faut, c'est vraiment regarder ce que l'on a, ce que l'on possède, pour louer le plus possible ce qui est existant. Puisque si ça n'est pas loué, c'est qu'on perd de l'argent. Tout comme, par exemple, les caves alors pas forcément les greniers, mais bon, ça c'est une autre réflexion, les caves que vous avez peut-être avec les logements que vous avez achetés, d'accord, des lots, si elles sont saines, vous pouvez très bien les mettre en espace de stockage. Alors, vous n'êtes pas obligé de les inclure dans le bail de location classique, que ce soit en colocation ou non d'ailleurs, mais vous pouvez très bien les proposer
en espace de stockage pour 50 € par mois, c'est OK. Vous prenez, voilà ce qu'il faut faire avec le bail qui va bien, et cetera, et bim, vous avez 50 € par mois qui tombent. Donc faites vos calculs savants sur une année. Est-ce que j'ai vraiment besoin de reprendre la calculatrice? 50 € par mois sur 12 mois, on est d'accord? C'est plutôt intéressant, on est à 600 €. Donc c'est plutôt intéressant. Et ça peut fonctionner pour tout. Donc déjà, avant de chercher midi à 14 h, on regarde ce que l'on a et on loue, on optimise ce qu'on a et on loue. Ça, c'était le premièrement. Ensuite, il va y avoir le fait de l'attente. L'attente est extrêmement, vous fait perdre énormément d'argent, mais vous n'imaginez pas combien ça vous fait perdre d'argent. C'est-à-dire que l'inaction, lorsqu'on réfléchit: «Est-ce que je vais acheter ce bien ou pas?» Je vais réfléchir, je vais plutôt me lancer dans 6 mois parce que j'aurai refait mes comptes, parce que j'ai mes enfants à qui il faut que je fasse mettre, par exemple, des appareils, dentaires, et cetera. Peu importe, des excuses, il y en aura 150 000. Vous allez m'en trouver tout le temps parce que ce sont des excuses à l'action. Concrètement, pourquoi j'ai des biens immobiliers? Parce que je me suis bougée, parce que je suis allée chercher les choses, parce que je suis allée chercher les crédits. Est-ce que j'ai eu des noms? Mais j'en ai eu, mais à l'appel des noms. C'est une évidence. D'avoir des noms, ça fait partie du game, sinon ce serait trop facile. Et du coup, c'est bien d'avoir, ah oui, un nom que l'on transforme en oui. Mais franchement, pardon, si on a obtenu ça, le soir, on est le roi du monde ou la reine du monde. Vous avez compris. Donc, concrètement, plus vous attendez et plus vous perdez d'argent. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, souvent, et je l'ai remarqué, on vit comme si on avait 2 vies. C'est-à-dire qu'on se dit: «Oui, plus tard». Mais plus tard quand? Mais plus tard quand? Pourquoi plus tard ce serait plus facile? Même au contraire, ça va être encore plus difficile. On l'a vu avec le calcul avant, du différentiel par rapport aux banques, et maintenant, on n'est plus du tout sur le calcul du différentiel. Avant, on pouvait emprunter 450 millions de milliards d'euros. Vous avez compris l'idée. Mais quelque part, on s'en fichait des 33 % d'endettement à partir du moment où le bien que l'on amenait était rentable. Et au contraire, ça faisait vraiment un cercle vertueux, puisque c'était hyper intéressant de continuer à investir, puisqu'on disait: bah tiens, on a en plus 500 € de cash flow, bah super, bah je vous reprête encore. Ok, maintenant on est capé à 35 %. Mais bien évidemment que moi je les ai explosés, les 35 %, et ça ne m'empêche pas de continuer à investir. Ce n'est pas parce qu'une banque, ce n'est pas le seul moyen d'avoir de l'investissement local, de l'investissement, tout simplement. Une banque n'est pas la seule méthode pour acheter de l'immobilier, mais bien loin de là. Certes, c'est la méthode peut-être la plus facile et ou la plus populaire, mais au bout d'un moment, même si on est bloqué, on passe sur autre chose, on trouve des stratégies, on va plus loin, et il ne faut pas voir un refus comme étant un signe. Au contraire, c'est clairement de se dire: est-ce que moi j'ai vraiment envie de continuer l'immobilier? Si la réponse est oui, on trouve des moyens. L'argent n'est pas un problème. Si le projet est bon et qu'il est pour nous, on va trouver des moyens d'avoir cet argent-là, d'obtenir cet argent-là pour pouvoir investir et acheter ce bien. Point. Donc l'attente est la pire des choses. Avec le premièrement, mais vous avez compris, on est vraiment sur quelque chose de pas possible. Donc au bout d'un moment, on se bouge, et plus on attend, et plus ce sera difficile, parce que plus vous vieillissez, et plus la banque va vous réduire la durée sur laquelle elle va vous prêter. Concrètement, si vous avez, j'en sais rien moi, 40 ans, peut-être que la banque va vous prêter sur 20-25 ans, l'âge à peu près de la retraite, d'accord? On arrive jusqu'aux 65 ans si on a 40 ans et qu'on peut emprunter sur 25 ans. Ensuite, si on emprunte à 50 ans, là, peut-être qu'on va pouvoir avoir un prêt sur 20 ans, mais il va falloir que ce soit un plus gros prêt. Ça dépend de nos objectifs, mais vous avez compris l'idée. Si on commence à s'y intéresser à 55 ans, forcément qu'il va falloir apporter des mensualités beaucoup plus importantes. Du coup, on sera peut-être un peu moins rentable, ce sera plus compliqué de louer, ou peut-être qu'il va falloir louer différemment. Au lieu de faire quelque chose de tranquille pépère parce qu'on l'avait fait avant, peut-être qu'il va vraiment falloir se mettre sur la colocation, ou vraiment la location courte durée, ou vraiment les immeubles, ou faire de l'achat-revente. Tout le monde n'a pas forcément les épaules de faire tout ça, d'accord? Parce qu'on ne pourrait peut-être que vous prêter sur 15 ans, 10 ans, et plus on avance dans le temps,
mais moins c'est facile d'avoir un oui de la banque parce que les conditions changent, parce que ce qui est pris n'est plus à prendre, dans le sens où les crédits que vous avez faits avant, ils sont OK, ils tournent. Après, c'est à vous de bien gérer et de gérer correctement votre bien. Si, si vous souhaitez le louer comme ci ou comme ça, peu importe, mais c'est vous, ou même le revendre, c'est vous qui avez la main sur ce bien-là, sur le choix de qu'est-ce que j'en fais. Donc ça, c'est vraiment important. Plus vous attendez, plus clairement, ça va devenir de plus en plus compliqué, vous voyez? Ensuite, il y aurait aussi le fait de ne pas s'occuper de son bien. Alors, je vois beaucoup de personnes qui ont juste acheté de l'immobilier. Alors oui, c'est vrai que le dicton, c'est, il y a des gens qui attendent avant d'acheter de l'immobilier, d'accord? On l'a vu sur mon deuxièmement, mais le plus compliqué, c'est, enfin c'est même une évidence, c'est la règle de base de l'immobilier, c'est acheter de l'immobilier et attendre après, parce que ça tombe. Mais en même temps, de l'immobilier rentable, pour qu'il reste rentable, il faut absolument qu'il soit entièrement, qu'on s'en occupe en fait, pas qu'il soit au taquet tout le temps, au taquet de, voilà, de quelque chose, enfin, au niveau des peintures, que ce soit tout le temps refait, etc. Non, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, par contre, est que vraiment vous vous occupiez de votre bien, d'accord? Et plus on s'en occupe et plus on peut le louer cher, plus on peut proposer quelque chose de, qui est compétitif, etc. Donc vraiment, l'immobilier, pour que ce soit rentable, il faut continuer de s'en occuper. Alors ça veut dire ça veut dire quoi s'occuper de ses biens immobiliers? Ça peut vouloir dire aussi d'être réactif quand vous avez une demande de location. Ok, on va pas attendre 150 ans avant de répondre à la personne, enfin si une personne est intéressée et qu'elle a des questions. Point, on y répond. On présente son bien aussi sous ses meilleurs jours, sous ses meilleurs arguments, etc. Sans cacher la vérité, mais je pense que vous avez compris l'idée. Ok. Ensuite, il y aurait aussi le fait de ne pas être accompagné. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que on ne peut pas être bon partout. J'avais fait un post, un email à mes listes il y a quelque temps en disant le comptable de Bill Gates. D'accord? Alors, c'est quoi? Ça veut dire que, est-ce que vous pensez que Bill Gates, pour être au niveau où il est-ce que vous pensez qu'il est et à la fois notaire, et à la fois banquier, et à la fois avocat, et à la fois comptable? Peu importe. Non. C'est simplement que lui est chef d'orchestre et il est obligé de faire en sorte que toutes les personnes qui travaillent pour lui, dans mon exemple des musiciens, eh bien, qui, pris individuellement, n'aurait peut-être pas forcément d'intérêt pour faire avancer son entreprise, mais qui, mis tous ensemble, qui travaillent tous ensemble, font qu'effectivement, il ressort quelque chose, d'accord? C'est l'objectif de l'intelligence collective. Dans le sens où quelqu'un qui est expert comptable, qui sait ce qu'il doit faire parce qu'il est expert comptable, point. C'est son job, il aime ça, il s'est lancé là-dedans, c'est son job. Qui, associé à un notaire qui, lui, pareil, aime ça, a fait les études, etc., donc a des connaissances, etc., qui, associé à telle personne, etc., font qu'on a un projet qui voit le jour. On ne peut pas tout faire tout seul. Donc l'objectif est d'être accompagné. Et plus on investit et plus on voit l'objectif et plus on voit le sens de ce que font les gens qui travaillent avec nous et ou pour nous. Clairement, je vois, même si je ne le connais pas, le travail que fait mon expert comptable. C'est OK. Je vois le travail que fait mon banquier. C'est OK. Et je n'ai pas envie de faire ces travails-là, enfin, ces emplois-là. L'objectif est que j'obtienne le oui pour avoir ça, 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 point. Etc. Donc ça, c'est mon job. Et donc concrètement, le fait d'être accompagnée, eh bien, ça me permet d'avoir du temps uniquement qui est consacré à ce que j'aime faire et à quelque part ma zone d'excellence et ou de génie, appelez-la comme vous voulez, mais de faire exactement ce que j'aime faire, d'accord? Chacun son job. Alors la confiance n'exclut pas le contrôle, d'accord, mais pour le coup, l'objectif est que tout soit au millimètre près pour que tout soit harmonieux,
d'accord? Et donc, pour que j'obtienne satisfaction sur mon projet. Mon projet, c'est d'acheter un bien immobilier à telle période, avant telle période. De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce qui se passe? Et donc, c'est ça l'objectif, c'est ça le fait d'être accompagné, d'accord? Donc ensuite, ça va être ne pas savoir à qui on loue. Alors là, pour perdre de l'argent, c'est royal. Je vois pas mal de personnes, alors a priori pas dans ma communauté, parce qu'ils sont quand même assez aguerris, eh bien des personnes qui vont acheter un bien immobilier parce qu'elles peuvent acheter un bien immobilier, mais qui ne le voient pas comme une entreprise. C'est-à-dire qu'elles ne se disent pas que qu'elles pourraient vraiment le rentabiliser. En fait, elles n'ont pas réfléchi qu'un bien immobilier pouvait être une entreprise, d'accord? Et donc, pour elles, elles ne savent pas à qui elles vont louer. Elles vont mettre une petite annonce sur Le Bon Coin, sur Se Loger, sur ce que vous voulez, en ne mettant que les caractéristiques du bien, en disant bien situé en centre-ville avec une pièce cuisine. Ok, mais si tu ne sais pas à qui tu loues, tu ne sais pas quel est le loyer que tu vas proposer. Toi, tu vas regarder par rapport à ta mensualité de crédit. Mais c'est pas du tout ça, en fait. Comment on fait pour avoir la manière dont on fait pour avoir du cash flow, ça n'a rien à voir. Là, ce que tu veux, c'est juste de l'autofinancement. C'est pas de l'investissement, en fait. Ça, c'est juste que tu as acheté un bien et tu le laisses comme ça. Et peut-être que plus tard, pour ta retraite, une fois que tu auras payé le crédit, tu vas l'utiliser pour un complément de retraite. C'est pas de l'investissement, ça. Ok, ça peut être ok, mais pour moi, c'est pas du tout ça qui m'intéresse. Le bien là que j'ai et sur lequel, que je vous présente un petit peu, que je dépeins, eh bien, c'est un bien qui concrètement pourrait peut-être s'exploiter en location courte durée. Si oui, est-ce que c'est ok? Et du coup, je vais le mettre sur les plateformes de location courte durée si c'est ce que je veux faire. Ou alors, tout simplement, c'est quelque chose que je vais mettre en colocation si c'est possible, si ça s'y prête. Alors, à qui je vais louer? Les étudiants ne représentent pas du tout la majorité des gens qui habitent dans des colocations. Concrètement, si tu le vois comme une entreprise, tu ne loues pas à des étudiants, puisque qu'est-ce que tu vas faire pendant les mois d'été? Ou alors si tu as un plan B, si tu fais de la colocation courte durée, est-ce que ton bien s'y prête? D'accord? Donc il faut connaître les personnes à qui, les profils à peu près des personnes à qui on loue pour pouvoir louer au taquet et tout le temps. Ça, c'est très, très, très important. D'accord? Sinon, vous perdez littéralement de l'argent. Ensuite, il y aura aussi le fait, alors l'étude de marché, je viens d'en parler, c'est une évidence. Les gens qui se plantent, mais sincèrement, mais c'est à 99%, même à 100%, clairement, c'est parce qu'elles n'ont fait aucune étude de marché avant d'avoir acheté leur bien. Clairement, tu achètes ce que tu as envie d'acheter parce que tu peux acheter ça, mais tu n'achètes pas forcément ce qui correspond à une demande. Mais là, tu es sûr de te planter. Clairement, c'est juste pas possible. Ensuite, il va y avoir la négociation. Il y a énormément de techniques qui, nous, investisseurs, alors on n'en a pas qu'un seul, bien vous vous doutez bien, qui nous permettent encore et encore et encore et encore et encore d'investir. Même si la plupart des gens sont capés au 35% d'endettement, nous, c'est rien, c'est un détail. Ça ne nous empêche absolument pas de continuer à investir et de nous faire financer. Parce qu'on a des techniques et des astuces, évidemment que ça ne s'apprend pas dans les livres, évidemment que ça ne va pas forcément être discuté sur Internet, etc. Donc on va vraiment au cœur des choses, on va discuter avec les avocats, on va discuter avec des investisseurs qui ont 1000 biens. Évidemment que quelqu'un qui a 1000 biens, si la personne vous parle pendant 5 minutes, évidemment que vous allez l'écouter si c'est votre objectif, ou ne serait-ce qu'en avoir un ou deux. Forcément qu'on va l'écouter, on va l'entendre et ou l'écouter avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention. D'accord? Et donc ça, c'est vraiment important que vous ayez en tête ceci. Vraiment. Il y aurait bien sûr aussi la négociation. Alors, la négociation se fait sur plusieurs axes. Le premier axe, et j'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure, c'est que on sait possiblement, avant de louer, avant d'acheter même un bien, on sait possiblement à qui on a envie de le louer. Et donc, à qui veut dire qu'on connaît notre client idéal, notre prospect, appelez-le comme vous voulez, et on sait qu'effectivement,
Par rapport, on sait que si on lui demande, j'en sais rien moi, 600 € de loyer et que la plupart des biens, se louent de la surface identique, enfin vous avez compris, se louent 300, ça va être très compliqué de louer sans savoir faire, de différence en fait, sans se démarquer des autres, à 600 €. C'est juste logique et si votre mensualité de crédit est de 550 €, là clairement pour 600 € vous êtes foutu, d'accord? Donc il faut savoir évidemment à qui on loue pour pouvoir louer correctement, voire avoir du cash flow. Et du coup, c'est pour ça que j'ai mon tableau de rentabilité que vous pouvez télécharger en cliquant juste dessous. Je vous le propose, c'est pour vous, hein. Clairement, moi, c'est celui que j'utilise à chaque fois pour négocier un bien. Je vois sur mon tableau de rentabilité si le bien qui est proposé, alors c'est l'immobilier, c'est du gré à gré. C'est-à-dire que concrètement, il n'y a pas de prix de l'immobilier, ça n'existe pas. Il y a simplement des prix sur lesquels un acheteur et un vendeur se mettent d'accord. D'accord? C'est-à-dire qu'on s'en fout du prix au mètre carré. Même s'il y a un château qui vaut 4 millions de milliards d'euros, s'il y a une personne qui en propose 1 € et que le vendeur accepte pour 1 €, eh ben le prix, c'est 1 €. Ce n'est pas la valeur qu'il représente, c'est le prix acheté. C'est ça du gré à gré. Il n'y a pas d'obligation, vous voyez? Et donc, c'est un accord entre acheteur et vendeur. OK? Et du coup, la négociation, c'est exactement la même chose. Sur mon tableau de rentabilité, eh bien, je sais exactement sur un prix donné. Alors, le prix de départ, pour moi, c'est simplement, ça représente une certaine surface. Le reste, je m'en fous, mais complètement. Pardon, je m'en fiche complètement. Eh bien, c'est que je vais aller plus loin. Je me dis, bah voilà, sur ce montant-là, j'atteins pile poil l'autofinancement. Mais c'est pas ce que je veux. Moi, l'objectif, c'est de continuer à avoir la vie que j'ai actuellement, à vous faire des vidéos, à partir en vacances, à acheter ce que je veux. C'est ça l'objectif pour moi. C'est pas juste d'acheter de l'immobilier pour être la plus riche du cimetière. Pas du tout. C'est pas l'objectif pour moi. C'est pour en faire quelque chose. Et donc il y a le beurre, l'argent du beurre. Le beurre, ce n'est pas du tout l'autofinancement. Le beurre, c'est le cash flow maintenant tout de suite et pas dans 20 ans. L'argent du beurre, c'est maintenant tout de suite et dans 20 ans. Et le sourire de la crémière, ça sera une fois que le crédit sera terminé, c'est aussi de pouvoir en disposer comme je veux ou pas, parce que j'aurais effectivement, je serais allée un petit peu plus loin. Excusez-moi pour la caméra. Du coup, la négociation se fait aussi en amont. C'est-à-dire qu'il nous faut des arguments pour pouvoir négocier. On a besoin d'arguments. Alors, il y a des communautés qui savent très très bien négocier. Il y a des communautés, comme moi, qui ne savaient pas à la base négocier. Mais c'est beaucoup plus facile lorsqu'on s'appuie sur des arguments en disant, écoutez, moi je vais le louer en colocation. Le prix maximum que je vous propose, c'est ça. C'est à prendre ou à laisser parce qu'au-dessus, je ne suis absolument pas rentable. Point. C'est un argument en disant, bah, je sais pas, il faut que je refasse l'électricité aussi. Et ou un ravalement de façade et ou peu importe. Ce sont des arguments possibles qui sont entendables en face et qui peuvent peut-être justifier d'une baisse de prix. Mais la personne qui est en face, si elle ne veut pas vous vendre, elle ne vendra pas. Elle ne vous vendra pas. Si elle ne peut pas aussi vous vendre, elle ne vous vendra pas à ce prix-là. Peu importe, après on peut rentrer dans le jeu de la négociation, mais c'est pas un couteau sous la gorge en fait. D'accord? C'est vraiment important de négocier à tout niveau. Et après, on négocie sur les assurances, on négocie absolument sur tout. Donc vraiment, apprenez et entraînez-vous à négocier. C'est vraiment important. Ensuite, il y aura aussi tout ce qui concerne les travaux. C'est-à-dire qu'au niveau des travaux, eh bien, ça se négocie. On est d'accord que les travaux se négocient, mais alors même si vous n'y connaissez rien du tout, on négocie par exemple aussi le délai, la durée des travaux. Ok? Donc ça, c'est vraiment important. Alors concrètement, si un artisan respecte les délais, présentez-le-moi. Trêve de plaisanterie, mais concrètement, prenez toujours quand même une marge supplémentaire de temps par rapport à ce que vous annonce l'artisan. D'accord? Ensuite, il y aura évidemment aussi l'objectif n'est pas forcément de prendre le moins cher. Le moins cher n'est pas un gage de qualité et ce n'est pas comme ça qu'on va faire des bonnes affaires. Alors c'est un peu contre-intuitif comme ça, mais clairement le moins cher est cassable. Le moins cher, pardon, c'est quelque chose je n'ai pas les moyens de faire d'avoir recours à du moins cher. Je n'ai pas les moyens, dans le sens où je préfère
prendre un moyen plus en termes de gamme, quelque chose qui va être grand passage, quelque chose qui va résister beaucoup plus, quelque chose sur laquelle il ne va me falloir qu'une seule couche, par exemple, de peinture. Bon, la peinture que j'utilise à titre personnel, ça s'appelle la seigneurie, tout simplement parce que je passe une couche. Elle va être plus chère qu'une peinture bas de gamme de chez n'importe quel magasin de décoration, peu importe. Je vais passer une couche, même si le mur est violet derrière, je passe une couche en blanc, le mur est blanc, point. Et donc le temps que j'aurais gagné, ben point, c'est tout. Enfin, ça se comprend, c'est juste logique pour moi. Donc ça, c'est aussi de la réflexion. Tout n'est pas que dans le prix, tout est dans la durée. Donc il faut vraiment réfléchir quand on pense et qu'on parle d'immobilier à du moyen et ou à du long terme. C'est très important en termes de durée de vie, de matériaux. Le matériau se voit sur une photo. On ne peut pas faire du haut de gamme en mettant des trucs de merde. Ça ne fonctionne pas. Donc au bout d'un moment, l'objectif n'est pas de mettre des poignées en or. L'objectif est de mettre quelque chose qui fonctionne et qui est robuste dans le temps. D'accord? Et ça, c'est très, très, très important. Donc ça fait partie de la négociation. Et enfin, il y a aussi la question des Pareto. Alors Pareto, c'est quoi? C'est-à-dire que alors c'est un petit peu antinomique, c'est-à-dire que aujourd'hui, je vais partir du principe où vous êtes salarié. Donc admettons que vous ayez le versement de votre salaire le dernier jour du mois. OK, pour le mois travaillé. Donc, admettons que nous soyons, j'en sais rien, en janvier, peu importe, ça marche aussi pour février, ça marche pour décembre, ça marche pour juin, pour juillet. Vous avez compris l'idée? Pas trop pour août, mais bon. C'est-à-dire que vous travaillez tout le mois et vous êtes payé pour, concrètement, les jours du mois, d'accord? Après, ça dépend de vos heures, ça dépend du forfait, ça dépend de plein de choses. Mais concrètement, si vous ne... Là, vous travaillez, et si le patron vous disait qu'il ne vous paierait que 3 mois après, vous diriez non. Enfin, vous diriez, j'arrête de venir au travail. L'immobilier, c'est différent. C'est-à-dire qu'on va travailler souvent en plus de son CDI pour rechercher des biens rentables le soir, le week-end, ou entre midi et 2 si on a une pause. Autrement, on va aller faire des visites. Ça, c'est du temps de travail pour vous qui est gratuit. Il n'est pas rémunéré. D'accord? Par contre, lorsque vous aurez signé le bien et que vous aurez mis vos premiers locataires, je passe la phase des travaux, là, vous allez avoir de l'argent alors que vous ne travaillez plus du tout derrière. Vous voyez l'idée? Et donc ça, c'est extrêmement important. Donc l'immobilier, ce n'est pas de la gratification immédiate, c'est de la gratification différée. Mais après, donc là, vous travaillez gratuitement pendant 2-3 mois, le temps de trouver vos biens, de faire les travaux, etc. D'accord? Mais après, vous ne faites plus que 20% de l'équation, d'accord? Là, au début, vous avez fait 80%, mais pour rien du tout en résultat, juste pour 20%. Et ensuite, ça va s'inverser. Quand vous aurez vos locataires, vous allez toucher vos loyers. Et ça va vous permettre de payer vos crédits, ça va vous permettre de payer tout. Et après, ce ne sera plus du tout corrélé à un temps de travail. Donc, ça va vous permettre d'acheter du temps. D'accord? Possiblement, vous allez pouvoir peut-être réduire votre activité. Mais ça, c'est important. Donc ça, c'est l'immobilier. Donc il faut un petit peu déconstruire un petit peu le fait d'avoir cette gratification immédiate pour pouvoir justement se dire, OK, dans 3 mois, si je veux, je peux gagner plus 500 euros. D'accord, comme ça, sans payer d'impôts non plus. On est d'accord, puisqu'on se forme aussi, évidemment. Et où on est accompagné, évidemment. Et de ce fait, on va dire, ah ouais, alors du coup, si dans 3 mois, je peux avoir plus 500 euros, imaginez en combien de temps ou ce qu'il va falloir que vous argumentiez auprès de votre chef de service pour avoir une augmentation de 500 euros. Est-ce que vous pensez qu'elle peut venir comme ça à votre bon vouloir? Clairement, moi, je ne connais pas, je ne connais aucun métier dans lequel c'est possible. Lorsqu'on travaille pour quelqu'un. Par contre, lorsqu'on travaille pour soi, là, c'est différent. Parce que moi, si je décide demain, dans 3 mois, juste le temps des 2 signatures, compromis, acte d'achat, de vente, là, je peux faire mes plus 500 euros si j'ai décidé de faire mes plus 500 euros. Concrètement, ça change complètement. Bon, imaginez dans une année combien de biens je peux acheter avec ce principe-là. D'accord? Donc imaginez, là c'est juste 500 euros. Mais si je veux faire 1000, 1005, peu importe, je peux faire soit 3 fois 500 ou 2 fois 500 dans mon exemple.
mais ou peu importe, je peux acheter un immeuble, etc. Mais c'est moi qui décide. Et donc, ce n'est plus du tout la même chose. Mon temps est différé. Et donc, mon argent, par contre, après, sera pour tout le temps. Là, c'est une véritable cash machine. Et donc, concrètement, c'est vraiment ce que j'avais envie de partager avec vous au sein de cette vidéo et ou reportage pour avoir vraiment des prises de conscience. Aujourd'hui, ce que je propose aux gens, aux personnes, c'est non seulement d'avoir des programmes sur la colocation, ça c'est mon cheval de bataille. Évidemment que si vous voulez investir dans la colocation, il faut vous former. Je vous apprends à faire des études de marché, à savoir quel est le bien rentable, savoir ce qu'il faut acheter ou ce qu'il ne faut pas acheter. Bref, réellement, tout ce dont vous avez besoin pour investir dans la colocation, d'accord? Avec ou sans moi. Mais de toute façon, il faut vraiment une formation de base. C'est tellement logique, en fait. Ensuite, si vous voulez vraiment une transformation, réellement, si vous voulez vraiment gagner de l'argent et que vous hésitez, vous ne savez pas comment faire, ni quelle ville choisir, ni quel bien choisir, ni est-ce que ce bien est bien, combien je peux faire pour les travaux, qu'est-ce qui se passe, je peux vous accompagner. Et ça, j'ai accompagné plus de 500 personnes quand même, enfin, c'est pas rien non plus, à atteindre leur indépendance financière, d'accord? Et ensuite, une fois qu'elles ont eu le premier bien ou peu importe, elles n'ont qu'à dupliquer. Point. L'impossible est devenu possible. Et donc, ça, c'est ce que je propose. Ça, c'est ce qui me permet tous les matins de me lever parce que ça me motive. Ça ne va rien m'enlever. Je vais vous délivrer tous mes secrets. Et tout ce que je connais, pour vous, c'est l'objectif. L'objectif est vraiment que vous puissiez passer d'un point 0 à d'un point A à un point Z. L'objectif est vraiment d'avoir une transformation. Vos plus 500 €, ça peut être possible dans 3 mois, 4 mois. Ça dépend de où vous êtes, mais je pense que vous avez compris l'idée. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez, vous avez accès à mon WhatsApp Pro. N'hésitez pas, je vais pas vous manger. Mon objectif est vraiment de vous accompagner ou pas, parce que je choisis aussi mes clients. Et point, c'est tout. Après, pour le reste, vous pouvez vous former tout seul comme un grand, comme une grande, grâce au programme que j'ai conçu pour vous. Moi, je sais les faire. Et je vous les délivre pour vous. C'est du temps gagné. C'est quelque chose que vous n'avez pas à rechercher parmi tout ce qu'il y a sur Internet à boire et à manger. C'est vraiment important. Donc, regardez ce que je propose en description. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis, au bout d'un moment, peut-être que ça va vous permettre d'aller plus loin dans votre réflexion. C'est l'objectif de cette vidéo. Dans tous les cas, je vous conseille de vous abonner, de liker, de commenter cette vidéo, de la partager et ou de l'enregistrer si vous avez besoin d'un petit coup de boost. C'est pour ça que j'ai choisi d'avoir ce ton-là, quand même assez boostant, pour pouvoir vraiment faire en sorte que vous la regardiez, que vous l'incluiez comme un, je sais pas, comme une espèce de pseudo-séance d'hypnose, quelque chose, hop, qui donne un petit coup de boost en fait. À chaque fois que vous allez visiter un bien, mettez cette vidéo un peu avant et bim, et vous allez voir que vous aurez des résultats. Ça, c'est un exemple, mais vous avez compris l'idée. Moi, je vous dis à très très vite dans la prochaine vidéo. Ciao!